Donc, bonjour à tous. Donc, encore une fois, bienvenue pour ce webinaire comment manager vos bases de données PostgreSQL. Aujourd'hui, donc, ce webinaire sera animé par 3 personnes. Nous avons notamment Vincent Pajot, qui est Managing Director France chez EDB. Bonjour Vincent. Bonjour. Nous avons Thomas Petit-Fils, qui est Sales Engineer chez EDB. Qui prendra la parole après Vincent, et Didier Lavoine, directeur technique chez Digora, conclura ce webinaire. Bonjour à tous. Très bien. Avant de laisser la parole à Vincent et de démarrer vraiment de parler du vif du sujet, je vous rappelle encore une fois que vous avez un onglet questions-réponses où vous pouvez donc poser vos questions et on y répondra à la fin de ce webinaire. Vincent, c'est à toi de jouer. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci tout d'abord de rejoindre effectivement ce webinaire organisé conjointement par EDB et Digora. Alors pourquoi ce webinaire et pourquoi cette thématique? On avait eu l'occasion il y a quelques semaines d'organiser déjà préalablement un webinaire avec Digora. On avait eu beaucoup de demandes et beaucoup de requêtes concernant, on va dire de manière très large et très globale, la manière de manager les bases de données PostgreSQL avec notamment toutes les problématiques qui pouvaient être inhérentes à ce type effectivement de besoin. Donc la finalité de ce webinaire, c'est de vous expliquer d'un point de vue très technique, puisque c'était aussi l'une des demandes, comment le faire. Donc là, je laisserai la main à nos 2 spécialistes dans quelques minutes. Mais si vous le voulez bien, en peut-être 4-5 minutes, je souhaitais réintroduire EDB parce que peut-être pour certains d'entre vous, nous sommes connus, peut-être pour d'autres, nous le sommes un petit peu moins. Donc je vais faire au travers de 2 slides qui vont rester très génériques, simplement une introduction de EDB, à savoir qui nous sommes, la proposition de valeur et le positionnement aujourd'hui de EDB sur le marché. Donc, si on regarde à l'heure actuelle l'agenda, comme je vous le disais, je ne vais pas passer chaque item en revue, mais le but de cet agenda, c'est donc, comme je vous le disais, montrer un certain nombre de cas de figure, un certain nombre de use cases, où on va pouvoir vous expliquer de quelle manière, au travers des outils EDB, vous allez pouvoir répondre et solutionner un certain nombre de problématiques et de besoins relatifs à l'administration de ces bases. Donc, chaque point va être explicité de manière vraiment détaillée par Didier et par Thomas, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes. Si on regarde aujourd'hui en termes d'expertise, le positionnement de DB, c'est vrai qu'on fait partie du Magic Quadrant depuis maintenant près de 7 ans, donc je pense que bon nombre d'entre vous sont familiers et familiarisés avec ces concepts-là. Constater, c'est que si vous regardez aujourd'hui ce Magic Quadrant, la plupart des sociétés qui sont intervenantes et qui sont présentes sont toutes de taille, on va dire, extrêmement conséquente. Donc c'est vrai que c'est la première fierté de DB, c'est aujourd'hui, quand on est comparé à un certain nombre d'acteurs, type IBM, Google, SAP, etc., c'est pas complètement anodin et c'est une reconnaissance de fait de l'importance aujourd'hui de DB sur le marché open source et sur le marché notamment PostgreSQL. Donc en quelques mots, aujourd'hui, DB, c'est une société qui a été créée maintenant il y a près de 16 ans. Donc avec un vrai background et des vrais antécédents sur ce marché-là. Initialement, le use case et la raison pour laquelle on avait été créé, c'était principalement pour répondre à des problématiques de migration Oracle vers des environnements open source PostgreSQL. Donc c'est toujours aujourd'hui l'une des propositions de valeur particulièrement significatives chez EDB. Si on regarde la base installée aujourd'hui clients, c'est un peu plus de 4000 clients worldwide. Et comme je vous le disais, c'est aujourd'hui la plupart du temps des sociétés en termes de positionnement qui sont toutes dans le Magic Quadrant au-delà d'1 milliard. La particularité, comme je vous le disais aussi, de EDB, c'est de répondre à ces problématiques, bien entendu, de migration Oracle. Il y a aussi toutes les problématiques qui sont relatives au développement de nouvelles applications sur des technologies PostgreSQL et aussi tout ce qu'on pourrait appeler replatformisation dans tout ce qui concerne aujourd'hui les migrations d'infrastructures on-premise vers des migrations de type cloud. Et je pense que c'est quelques aspects qui seront aussi abordés au cours de cette présentation. Un dernier mot sur EDB, la raison pour laquelle aujourd'hui, en termes de légitimité, je pense qu'on est à un positionnement complètement atypique. Si on regarde aujourd'hui cette slide,
ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'est notamment au niveau des salariés de EDB. Un certain nombre aujourd'hui de salariés ont un profil et un passé particulièrement atypique chez nous. Si vous regardez la slide de gauche, on a aujourd'hui Bruce Momjan et Dave Page qui font partie de ce qu'on a appelé la core team, donc le noyau dur de l'équipe qui a créé et bâti cette communauté PostgreSQL. Donc ces deux personnes aujourd'hui sont chez EDB, font partie du board exécutif, notamment en tant que visionnaires technologiques, et continuent aujourd'hui à insuffler au quotidien leur vision pour permettre à EDB d'être complètement en phase avec les attentes de la communauté. Donc on a deux membres de la core team. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi une société aujourd'hui ne peut pas prétendre avoir plus de 2 membres de la core team dans ses effectifs, ce qui est le cas d'EDB, puisqu'après, pour des questions d'indépendance vis-à-vis de la communauté, il est interdit aujourd'hui d'être, par exemple, ne serait-ce qu'à 3 ou 4 membres. C'est quelque chose qui est complètement impossible. À côté de la core team, on a des major contributors, donc c'est des personnes qui aujourd'hui sont influentes dans la communauté, continuent à commiter du code, continuent à faire évoluer aussi la version communautaire. Ce qu'ils font bien voir, c'est que quand aujourd'hui EDB développe un certain nombre de technologies, on va dire que peut-être près de 50% du code que l'on développe aujourd'hui est aussi mis à disposition de la communauté. Donc on revendique aujourd'hui le statut de premier contributeur sur la plateforme PostgreSQL, parce que c'est aussi un état de fait. Vous avez probablement, et c'est quelque chose qu'on pourra aussi évoquer un peu plus tard, ou au travers de meetings de type one-to-one, EDB a acquis récemment la société Second Quadrant, qui nous permet d'avoir, on va dire, un positionnement encore plus marqué, un commitment encore plus marqué par rapport à la communauté PostgreSQL. Pour terminer, on a aussi dans nos effectifs un certain nombre de personnes qui bénéficient d'un statut de contributors. Donc ce sont des personnes toujours qui continuent à faire évoluer la version communautaire. Et donc ce qu'on voulait mettre en exergue au travers de cette slide, c'est notamment, comme je vous le disais, ce souci permanent de vouloir faire progresser et faire évoluer la version communautaire. Alors ça se retrouve au travers d'un certain nombre d'outils, et ça va me permettre de faire la transition et de passer la main à Thomas dans quelques minutes. On a notamment Dave Page dans nos effectifs, je vous en parlais tout à l'heure. C'est notamment la personne qui a été à l'origine de pgadmin et qui, après, produit qui a évolué chez EDB, notamment qui maintenant a donné lieu à un certain nombre de développements de nouveaux produits, notamment PEM, des produits qui vont être expliqués par Thomas dans quelques minutes, et qui vont vous permettre de voir en quoi EDB a un positionnement et une vraie proposition de valeur sur ces problématiques-là. Voilà, je vais laisser la parole à Thomas. Comme on vous le disait en introduction de ce webinaire, vous avez la possibilité en permanence de poser des questions. On fera en sorte dans la session QA de pouvoir y répondre. Si jamais, par manque de temps, nous n'avions pas possibilité de le faire, n'hésitez pas à nous indiquer quand vous souhaitez être recontacté directement par des personnes de Digora, ou ce qu'on permettra de faire, c'est éventuellement de vous recontacter s'il y avait des sujets qui étaient extrêmement sensibles, pour pouvoir y répondre de manière peut-être un peu plus, on va dire, un peu plus poussée et un petit peu plus pointue. Je vous remercie, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Thomas Petit-Fils. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Vincent, je m'appelle Thomas Petit-Fils. Je suis ce qu'on appelle donc un sales engineer chez EDB. Donc, classiquement, la partie avant-vente technique sur nos solutions et sur les solutions Postgres de manière générale, mais aussi donc des côtés plus référents techniques, suivi de produits. Comme l'expliquait Vincent, notre lien avec la communauté fait que, par exemple, travailler sur la roadmap de Postgres 13, ce genre de choses, sont des sujets qu'on a l'habitude de faire. Et pour finir sur le sujet qu'expliquait Vincent très rapidement, petit slide en fait sur les contributions que, donc au milieu en fait ce que vous avez, ce sont les contributions d'EDB vers la version communautaire. Donc notamment tout ce qui est lié au partitionnement, où on a pas mal travaillé avec la communauté sur nous on avait, enfin EDB a une solution qui était en avance par rapport à la communauté, et on a reversé une partie de ce code là, tout ce qui est les requêtes en parallèle par exemple. Voilà. Donc un ensemble de sujets juste pour illustrer les propos de Vincent du slide précédent. On va rentrer directement dans le vif du sujet autour donc d'une solution, de la solution EDB qui s'appelle Postgres Enterprise Manager. Donc je vais l'appeler PEM pour aller plus vite. Je pense que toute personne qui a travaillé avec la version communautaire a installé au moins une fois dans sa vie pgadmin, qui est donc l'équivalent d'un SQL développeur pour Postgres, qui fonctionne très bien pour les développeurs, qui dans des petites infrastructures pourraient être envisagées comme suffisant, mais dès lors qu'on va vraiment rentrer dans des applications critiques, dans une volonté de monitorer de grands nombres de bases de données,
on se rend compte que les problématiques ne sont plus les mêmes et que là, une solution comme PEM a toute sa place. PEM va permettre d'un côté donc, de manager en termes de... donc c'est une interface graphique très classique, il va y avoir un slide d'architecture un peu après. Tous les aspects management, vous voulez faire des arrêts, des redémarrages de vos bases, vous voulez créer de nouvelles bases. Tous les aspects optimisation, on va y revenir en détail avec tout un ensemble de sondes, de dashboards mis à disposition. Tout l'aspect monitoring pur, donc vraiment, est-ce que j'ai des temps des blocages, est-ce que j'ai des file systems qui sont full, etc. Avec les alertes qu'on va pouvoir plugger automatiquement derrière avec tout un ensemble d'outils du monde de l'entreprise, des Nagios par exemple. Et surtout une volonté du coup de simplifier. C'est vraiment une boîte à outils très complète qui est là pour simplifier au maximum l'installation, la maintenance de vos bases Postgres. Quel que soit finalement votre niveau d'expertise. Chez EDB, nous avons des clients qui peuvent être de très très grandes entreprises ou des toutes petites. L'idée, c'est qu'un outil comme celui-là puisse correspondre au plus grand nombre en offrant une panoplie pour un DBA, pour un ingénieur système, voire même pour un développeur. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec PEM? Donc j'en ai un peu parlé rapidement. La première volonté de PEM, c'était donc du monitoring, c'est-à-dire la capacité au travers de sondes de collecter un nombre de statistiques pour des besoins d'administration et des besoins de performance. On a aujourd'hui plus de 500 KPI qui sont remontés au travers de PEM et qui sont donc exploitables sous forme d'alerte ou sous forme juste de dashboard. Comme je le disais, on va pouvoir s'intégrer avec des outils, avec du Nagios, on peut exposer des API REST, vu que c'est une interface web. Et tout ça, bien entendu, classiquement, dans des besoins d'expertise, pour faire du capacity planning, pour analyser des requêtes qui sont trop lentes ou qui ont des accès concurrentiels. Tous ces aspects-là, on va être capable de l'analyser, de le travailler avec PEM. Et l'une des dernières choses aussi qui n'est pas sur ce slide, mais par exemple pour les développeurs, on a aujourd'hui dans PEM un outil de comparaison de schémas, où dans une logique DevOps, vous avez le développeur qui travaille sur son instance, vous voulez déployer en intégration, en recette, etc. En fait, PEM va être capable de faire le diff des deux schémas et de vous créer le merge et de déployer sur l'instance suivante, par exemple la recette, votre schéma modifié. Donc vraiment tout un ensemble de boîtes à outils qui évoluent au fur et à mesure. Donc en termes d'architecture, comme je vous le disais, PEM c'est un serveur central qui est en deux parties, le serveur web classique, donc HTML5 classique du marché, et une base de données derrière qui sera donc bien entendu du Postgres. Sur vos clusters applicatifs, vous allez installer des sondes, et ces sondes vont être en charge de manager vos bases et de collecter l'ensemble des statistiques qui donc vont être remontées à la base centrale du serveur PEM. Donc ces agents, on va les installer localement. On a donc on n'est pas rentré dans les solutions EDB en détail, mais vous avez la base Postgres communautaire qui est donc c'est celle que vous pouvez installer, utiliser. La logique, c'est bien que si vous avez déjà les bases installées, on n'interfère pas avec votre installation. On va vous installer PEM sur un serveur dédié, généralement, on vous installe juste la petite sonde sur votre cluster, et c'est tout. Donc souvent, on le fait avec des clients en termes de POC, etc. On vient, on installe juste ça, on n'a rien touché à leur base de données. On a besoin d'un user qui a certains droits, bien entendu, mais après, on peut tout désinstaller, ça fonctionne, voilà. Et ce n'est pas invasif sur une installation Postgres communautaire. Et après, EDB a sa base Advanced, donc qui assure notamment la compatibilité Oracle. Et donc, l'idée, c'est que quand on a des clients qui ont un certain volume de base, en fonction de leurs besoins, ils peuvent avoir du Postgres communautaire. S'ils ont des besoins de compatibilité Oracle, de sécurité, ils vont pouvoir mettre de la base Advanced EDB, et tout ça dans le même PEM qui sera derrière. Et une autre fonctionnalité qui est utile autour de PEM, c'est qu'on peut aussi se connecter à une base de données sur laquelle on n'a pas la possibilité d'installer des sondes. Notamment si vous travaillez avec des cloud providers en mode DB as service, il est impossible d'installer une sonde sur l'infrastructure vu que vous n'avez pas accès à l'infrastructure, c'est le principe du DB as service. Aujourd'hui, on va quand même pouvoir utiliser PEM pour aller manager une partie, alors c'est beaucoup plus limité vu qu'on n'aura pas accès à toutes les statistiques comme on l'aurait dans un mode natif avec la sonde, mais aujourd'hui vous avez la capacité d'administrer, de générer vos dashboards de performance, etc., même sur des bases de données qui sont chez des cloud providers.
Donc c'est vraiment, aujourd'hui, même DB a des notions de Cloud DBA, où on va nous-mêmes utiliser la solution PEM pour administrer les bases de données de nos clients. Donc voilà, solution très complète à ce niveau-là. Et du coup, voilà, un petit dashboard pour commencer. On n'aura pas le temps de faire une démo aujourd'hui, donc je vous ai préparé quelques screenshots pour vous montrer à quoi ressemble le produit. Ça, c'est le screenshot de base qui vous permet, donc là, on va retrouver à droite, c'est le storage, l'utilisation CPU, la mémoire, voilà, ça, donc ça va être le dashboard type plus pour un ingénieur système ou un ingénieur de production qui veut juste s'assurer que ces bases de données fonctionnent bien, qu'on n'a pas de soucis, j'ai pas atteint mon full file system, ce genre de choses. Donc, comme je le disais, les fameuses sondes vont collecter l'ensemble de ces données au niveau OS et au niveau base de données. Alors, au niveau OS, au niveau base de données globale et au niveau instance par instance. On va pouvoir monitorer tout ça et on va générer donc des diagnostics. Alors, on va y revenir un tout petit peu après autour de différents petits outils. Et encore une fois, tout l'alerting qui peut être plugué, vous pouvez soit utiliser des solutions avec des trappes SNMP par exemple, vous pouvez plugger vos propres scripts en termes de solutions qui sont derrière. Voilà, là, un autre screenshot, donc là, c'est le statut des agents et des serveurs. Et ce que vous voyez au milieu de l'écran, donc c'est les différents statuts, donc des bases, vous voyez, donc quand vous voyez IPaaS, donc c'est des bases advanced de DB, vous allez pouvoir voir la base de données qui est utilisée par PEM, vous allez pouvoir la monitorer elle-même, le nombre de processeurs, le nombre de process, pardon, le nombre de threads, voilà. Tout un ensemble de statistiques au niveau très système. Là, c'était un autre écran que je voulais vous montrer parce que donc, les solutions EDB, il y a plusieurs produits. On a notamment les solutions autour de la haute disponibilité. La haute disponibilité va se baser sur la streaming réplication de Postgres communautaire. Et donc, l'idée, c'est dès lors qu'un client va faire de la réplication et veut de la haute disponibilité, on va lui rajouter le dashboard dans la solution PEM qui va assurer ce besoin-là. Et donc là, ce que vous voyez, c'est on va traquer les fichiers de wall. On va vous dire s'il y a de la latence, s'il y a des lags. Et en bas, vous allez avoir l'état de votre cluster. Et donc tout ça, c'est toujours les sondes, c'est-à-dire dès lors que les sondes qui sont installées, vous leur dites il y a de la haute disponibilité, automatiquement, elles vont récupérer les statistiques en plus à ce niveau-là, et vous générez les alertes. Par exemple, ça peut sembler bête, mais de se dire que si j'ai 2 slaves pour un master et que je perds mes deux stand-by, ça va générer une alerte. C'est compris dans le produit. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions sur qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter comme sonde. C'est vraiment la valeur ajoutée de se dire, quand on installe PEM, il va m'assurer un ensemble de besoins. Là, petit slide un peu plus orienté, comparaison, pour bien faire la différence entre ce qu'on appelle le monitoring et l'alerting et le management et l'administration. Parce que souvent, ça va être des solutions différentes. Aujourd'hui, PEM va se comparer sur Mongo à la solution Mongo Ops Manager qui va assurer ces deux types de besoins. Si on réfléchit un peu plus sur un aspect, donc PG-Admin, ça va être du management. Vous allez pouvoir créer des schémas, ce genre de choses, et de l'administration high level de vos bases, mais on n'aura aucune des fonctionnalités de monitoring alerting. Inversement, si vous allez chez un cloud provider, donc AWS, qui est l'un des plus connus à ce niveau-là, vous allez avoir des solutions de monitoring. Vous allez avoir un ensemble de KPI qui vous sont remontés, bien inférieur à ce que va vous proposer PEM, mais vous n'aurez aucune gestion de vos bases de données derrière. Voilà. Et après, on peut parler d'autres solutions comme NetJoS ou Splunk, par exemple. Toutes ces solutions-là, ce qui est intéressant de se dire, c'est que comme EDB reste sur des solutions relativement ouvertes, c'est-à-dire que vous serez derrière, vos données sont stockées dans une base Postgres, vous pouvez totalement plugger d'autres solutions comme Splunk, comme du Grafana, comme du Prometheus, pour, si vous souhaitez avoir quelque chose d'encore plus centralisé après PEM. C'est vraiment, je sépare ces aspects-là de je récupère des KPI, je les restitue, ou je peux aussi m'en resservir dans un second step pour avoir des pupitres en production, par exemple, consolidés entre différents systèmes applicatifs. En rentrant un peu plus dans le vif, j'ai perdu mon second écran. Non, c'est bon. Côté performance. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on va se situer à plusieurs niveaux. Au niveau host, au niveau donc, du serveur de base de données, au niveau de la base de données d'un point de vue applicatif, et au niveau de schéma par schéma. La seconde colonne, c'est le nombre de sondes. Chaque sonde est
activables, désactivables, reconfigurables. Par exemple, combien de temps je veux stocker mes métriques, est-ce que je veux les stocker de manière générale, et surtout, vous pouvez créer vos propres sondes. Si vous avez un besoin particulier, pas forcément lié directement à votre base de données, en nombre de listeners, ce genre de choses, vous aurez la capacité de créer vos propres sondes. Généralement, on va assister, donc soit EDB, soit Digora, va vous aider à créer ces nouvelles sondes et après de pouvoir les déployer sur l'ensemble de vos clusters. Donc, niveau host, c'est relativement classique. On va pouvoir suivre le CPU, on va pouvoir suivre le réseau, on va être capable de collecter toutes les statistiques OS. Encore une fois, le but est de pouvoir générer des dashboards et des capacity planning, par exemple. Niveau base de données, on rentre déjà un peu plus dans le dur. On va récupérer tout ce qui est lié au lock, tout ce qui est lié aux sessions. On va être capable, donc comme je le disais, la streaming réplication, si jamais vous l'utilisez pour la disponibilité, elle est traquée aussi. Et tout ce qui va être, si par exemple vous avez des lags ou des moments où votre base est carrément figée, par exemple à cause d'un vacuum ou ce genre de choses, on va être capable de tout tracer et de tout remonter en termes de métriques. Au niveau de la base de données en elle-même, on va retomber sur tout ce qui est lié aux index, aux vues matérialisées, tout ce qui va être lié à la taille des tables et à la réplication, et notamment tout ce qui va être aussi lié, donc ça c'est une solution de DB, au SQL Protect. Le SQL Protect en termes de sécurité, c'est la capacité de bloquer des requêtes qui seraient anormales, par exemple l'injection de code à travers une requête SQL. On va avoir des sondes qui sont dédiées à ces fonctionnalités. Et la dernière, qui est plus classique, mais malgré tout, donc au niveau des schémas, on va suivre les séquences, on va suivre les tables, la taille des tables, nombre d'enregistrements, taille de chaque enregistrement, mais aussi tout ce qui va être lié à l'analyse des index en termes de performance. C'est-à-dire que, par exemple, on est capable de vous dire qu'un index est utile ou pas utile. S'il est utile, s'il n'est pas utile, que vous l'avez créé, on va vous proposer de le détruire. Si inversement, vous n'avez pas créé un index et que, en fonction de ce qui se passe sur la base de données, on se dit, tiens, ça serait bien de créer un index ici, automatiquement, PEM va vous permettre de vous dire, cet index-là, il faudrait le créer. Donc voilà, tout un ensemble de petits outils en termes de métriques de performance. Comme je vous dis, il y en a plus de 500, donc on ne peut pas tous les lister là, mais c'est vraiment très, très verbeux. En termes de performance, toujours, comme je le disais, tout ce qui va être lié au... par exemple, vous avez une session, alors c'est classique, mais vous avez une session qui ne se ferme jamais. Enfin, par exemple, vous avez une application Java qui ne ferme jamais sa session, et donc du coup, vous avez un nombre de sessions qui augmente, ou inversement, vous avez une session qui consomme énormément de CPU. Tous ces aspects-là, nous, on va directement les avoir au travers du dashboard, ou au travers d'une alerte. Vous avez des alertes qui disent que si j'ai une session qui consomme plus de... Alors, vous pouvez le configurer, je crois par défaut, c'est 10%. Vous allez générer automatiquement une alerte pour cette session-là. On va avoir tout ce qui est lié au wait event, donc tout ce qui va être sur l'aspect, j'ai des accès concurrentiels qui interchoquent, j'ai la base de données qui est en train d'exécuter un vacuum ou une sauvegarde et qui du coup bloque mes transactions. Voilà, on va être capable de suivre tous ces aspects-là. Et après, voilà, donc tout ce qui va être lié au stade de la base de données en proprement parler, en termes de lock, l'étude des extensions. Souvent, on a des clients qui viennent nous voir, qui ont déployé pas mal d'extensions sur la base Postgres, parce que ça reste quand même une des fonctionnalités de base de la version communautaire. Et souvent, les clients sont incapables de tracer exactement quel est l'impact sur la plateforme de ces extensions. Tout ça, on va être capable de le faire au travers de l'outil. Voilà, j'en ai parlé très vite. Donc là, on est au niveau vraiment de DB. Donc tout ce qui va être l'étude des wait states. Donc c'est des procs qui tournent de manière à des intervalles réguliers, bien entendu. Donc je vous disais, vous pouvez les configurer. C'est combien je veux de statistiques en termes de... je veux qu'elles tournent toutes les minutes, toutes les 10 secondes. Et je veux garder un historique sur 6 mois, 1 an, en fonction de mes besoins. On va être capable de configurer l'ensemble de ces sondes. Et donc là, on travaille au niveau des sessions, au niveau des requêtes ou au niveau des tables elles-mêmes. On va avoir ces fonctionnalités-là, alors depuis la version 11 notamment.
Petit dashboard donc classique de ce qu'on sait faire avec PEM. Donc là, vous voyez, c'est la charge, le temps d'exécution des différentes requêtes. Donc on va être capable de classer. Donc là, c'est justement en fonction des weights qu'on a pu voir sur la base de données. Donc vous pouvez cliquer en haut, c'est dynamique, et vous avez un focus sur telle ou telle période. De la même manière, encore un dashboard toujours lié au weight events, parce que c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui a une importance non négligeable quand on veut étudier les performances d'une base. Voilà, l'utilisation CPU, combien de temps on a pris à lire les accès disques, les I/O, les buffers. Voilà, toujours dans le même idée, c'était sur une autre requête. Voilà, c'est le genre de dashboard. C'est vraiment important parce que notamment quand on prenait l'exemple tout à l'heure des cloud providers, les cloud providers, ils vont vous fournir des SLA en termes de disponibilité, jamais en termes de performance. Et souvent, quand vous testez une requête, la requête toute seule, elle va bien fonctionner. Mais quand après, vous avez 5, 10, 15 requêtes différentes qui s'exécutent en parallèle, c'est souvent beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi une requête prend 5 millisecondes sur l'environnement de recette et en prendre 10 ou 100 fois plus en production. Et c'est le genre de dashboard qui est toujours utile à avoir pour analyser justement ce genre de problématique. Voilà, là on un peu différent parce que là on a carrément du message queuing, parce que du coup la base EDB Advanced vous permet de faire du queuing, et donc on va récupérer vraiment un détail, une finesse dans l'analyse des statistiques que vous ne pouvez pas avoir avec les outils communautaires existants. Donc c'est bien, on a étudié on voit qu'on a un ensemble de métriques relativement puissant, mais c'est pas forcément facile pour un DBA de pouvoir analyser seul et de savoir quoi faire sans avoir une expérience de plusieurs années autour de ce sujet-là. PEM va nous offrir un ensemble d'outils, donc soit au niveau de l'instance elle-même, soit au niveau applicatif, au niveau des schémas. En termes d'instance, on va retrouver 3 principaux outils. Le Tuning Wizard, le Postgres Expert et le Capacity Manager. Tuning Wizard, il va vraiment agir au niveau de votre configuration plus technique basse couche, c'est-à-dire en termes de file system, en termes de CPU notamment. On va avoir un screenshot derrière. Le Postgres Expert est vraiment quelque chose qui est utilisé par nos clients parce qu'en fait, il va être capable de faire un mini audit de votre plateforme. C'est-à-dire que vous allez lui demander donc vous pouvez le faire au niveau de l'instance ou au niveau du schéma, celui-là. Et au niveau de l'instance, il va être capable d'aller lire votre fichier de conf Postgres. Et à partir de là, vous pouvez faire des préconisations. Préconisations sur, par exemple, la taille de vos walls, sur la définition de votre vacuum. Il va être capable de vous générer des alertes en se disant c'est bizarre, le vacuum ne s'est jamais déclenché. Voilà, vraiment un ensemble. Et souvent, c'est la première chose qu'on dit à nos clients, c'est avant de faire intervenir une équipe de service ou forcément des experts, déjà, dites-nous ce que le Postgres Expert vous ramène. Parce que des fois, voilà, il y a des clients, ils nous disent non, moi, j'ai pas de souci, ma base de données, elle tourne très bien depuis 4 ans. Et quand ils lancent le Postgres Expert, en fait, ils se rendent compte qu'il y a différents niveaux de criticité dans ce que peut remonter le Postgres Expert. Et voilà, ils peuvent avoir des surprises. On prend en compte la version de Postgres en plus dans l'étude. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très fin qui permet de s'assurer que la plateforme tourne bien en fait. Capacity Manager, on est sur quelque chose de très classique. En fait, grâce aux capacités qu'on a sur le SQL Profiler notamment, vraiment la capacité d'étudier la taille des bases, l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire, et de proposer un dashboard spécifique en termes de capacity planning. Et j'ai quelques screenshots derrière qui vont vous montrer à quoi ça peut ressembler. En termes de schéma, donc encore une fois, le Postgres Expert, pareil, au niveau des schémas, va vous permettre de vous donner des axes d'amélioration sur l'utilisation des foreign data wrappers, sur l'utilisation d'extensions, notamment. Grâce au SQL Profiler, on a vraiment, donc c'était un peu le screenshot que je vous montrais tout à l'heure, vous avez déjà la fonction explain qui existe dans Postgres. Le node va aller encore plus loin en termes de finesse sur l'utilisation vraiment de qu'est-ce qui se passe au niveau de la base de données elle-même, en termes de buffering notamment, par exemple, et les weight events, donc c'est ce que je vous ai parlé rapidement juste avant. Le Tuning Wizard, voilà,
Là, on revoit, donc, comme je le disais, toute l'installation à proprement parler de votre base de données, l'utilisation de la machine, tout ce qui va être lié au workload, avec un ensemble donc, de métriques. Vous avez voilà, on parlait de la taille des walls, les buffers. Voilà, tout ça, c'est le genre de petits métriques qui va être remonté par le wizard, qui permet souvent, parce que c'est une question, souvent un client, il installe une base de données Postgres sur une machine, il n'a pas forcément de connaissances sur le sizing. Voilà, Postgres reste différent dans son fonctionnement qu'un Oracle ou un SQL Server. C'est le genre d'outil qui permet déjà de se faire une bonne idée de est-ce que ma base de données va bien, est-ce que j'ai correctement sizé ce qui est derrière, au niveau hardware, mais aussi au niveau OS, est-ce que j'ai défini les bons U-limites sur mes machines Linux. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble de petits métriques qui permettent de se sécuriser quand on va passer en production notamment. Et voilà à quoi ça ressemble quand on est sur le Tuning Wizard. Donc vous voyez, c'est pareil, là on a donc encore une fois, on est sur un outil enterprise, donc centralisé. Donc, si vous avez 50 bases, vous allez pouvoir faire les 50 bases en même temps et vous lui demandez justement de remonter les différentes statistiques en termes de wall, de buffer, etc. Et à partir de là, il va vous proposer la mise à jour de ces valeurs. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les nouvelles valeurs qu'il propose d'utiliser. Et en fait, il est capable de les appliquer lui-même. C'est-à-dire que vous arrivez, vous pouvez très bien toutes les semaines, tous les mois, faire tourner l'outil. Il vous donne cette liste-là et vous pouvez, soit vous voyez, il y en a qui sont déjà en vert, c'est-à-dire c'est le bon paramètre, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et les autres, vous pouvez lui dire, mets-les à jour. Et cette nuit à 2 h du mat, redémarre-moi si nécessaire la base de données avec les nouveaux paramètres. Aucune action manuelle à faire, c'est schedulé, c'est géré. Vous pouvez même recevoir votre petit email disant j'ai lancé la mise à jour, j'ai redémarré ma base. Tout ça va être géré automatiquement au travers de PEM. Il n'y a aucune action manuelle, hormis avoir lancé le wizard et s'assurer qu'on est d'accord avec les préconisations qui nous sont faites. Pareil, là on est sur tout ce qui va être lié donc au résumé. Vous voyez, c'est une autre vision de ce que je vous montrais avant. La valeur donc d'origine et la valeur qui est préconisée derrière. Donc sur les workers, sur les walls, voilà, c'est toujours les mêmes métriques qu'on retrouve, mais l'idée elle est vraiment là de se dire je n'ai pas besoin d'étudier en détail. Je prends en compte le profil, est-ce que c'est de la base événementielle, est-ce que c'est du OLTP, on a toutes ces notions-là qui existent, c'est vraiment très très complet dans l'utilisation. Alors je suis un peu désolé, mais il manquait un slide, et surtout, non, c'est Didier, il est sorti au moment où c'était à lui en fait. Voilà, il arrive. Excusez-nous, bonjour à tous. Je vais remercier Thomas. On avait décidé de faire un webinaire plutôt pointu. La première fois, on avait fait un overview de DB Postgre. Là, on a fait quelque chose qu'on voulait centrer sur les fonctions tuning d'administration. Alors, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Digora. Aujourd'hui, on est une société qui a plus de 23 ans d'expérience dans les bases de données. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur des phases de build avec du conseil. Alors, du conseil sur les bases de données et plus généralement sur le data management. On accompagne aussi nos clients sur des services de run avec des services managés qui vont traiter tout ce qui est incidentologie, mais pas seulement, aussi sur l'exploitation récurrente ou même l'exploitation ponctuelle. C'est des services qui sont facturés as a service, à la consommation. Bien sûr, on fournit aussi de l'infrastructure, alors au sens très large, depuis la licence sur du on-premise, sur de l'appliance, sur du cloud, on travaille aussi sur de l'IoT. On a une activité de lab d'innovation depuis maintenant presque 4 ans, où on travaille sur des solutions de data management au sens plus large. Bon, il me faudra un webinar pour vous expliquer tout ce que c'est, mais voilà, on va travailler sur du big data, du data lake, de l'IoT. On a même commencé à travailler aussi sur l'accompagnement en termes d'intelligence artificielle.
Bien sûr, lorsqu'on parle de service managé, on parle aussi de cloud opéré. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que bon, les services managés, c'est de l'exploitation, c'est de la MCO d'administration et de supervision, mais c'est aussi de la gouvernance FinOps. C'est hyper important aujourd'hui de bien maîtriser à la fois la finance et les opérations. Pourquoi on a choisi EDB? Bien, c'est que nous, on travaille sur des environnements souvent de production avec un certain nombre d'enjeux qui sont la disponibilité, la performance, la sécurité. Et puis aussi, il faut innover. Vous avez pu voir à travers ce qu'a expliqué Thomas, c'est que le monitoring, l'administration, il faut des outils, il faut de l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a associé, on a fait ce partenariat avec EDB et Postgre. Et j'ai bien EDB et Postgre parce que vous avez bien vu que tout l'intérêt d'EDB, c'est aussi de pouvoir travailler avec la souche Postgre, la vraie souche Postgre. Vous avez vu, c'est endémique chez eux, c'est que clairement, ils sont impliqués et même plus qu'impliqués dans la communauté. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on s'oriente vers des solutions open source, il ne faut pas diverger. Et donc, voilà. Et avec EDB, on permet de répondre à des enjeux qui sont la disponibilité, la performance, la sécurité. Et il faut innover dans ces projets, notamment de base de données. Alors, comment réussir un nouveau projet avec Postgre? Il faut travailler avec des gens qui déjà connaissent EDB. Digora a maintenant la compétence avec une équipe qui est certifiée EDB. Et on va vous accompagner sur l'ensemble des phases. On va travailler sur l'étude de migration, on va travailler sur ou de création, on va à la mise en œuvre, on va vous faire même un support technologique. Et puis après, on va travailler ensemble sur du maintien en condition opérationnelle si vous avez besoin. Alors, il y a un chapitre, c'est que là, j'ai parlé des nouveaux projets. Il y a le chapitre de migration vers Postgre. Donc, quand on migre, ça veut dire qu'on vient de quelque part. Bon, il y a un cas que tout le monde voit, c'est quitter Oracle pour aller vers EDB Postgre. On va faire à peu près les mêmes choses, mais on va prendre en compte une chose supplémentaire parce que c'est le nerf de la guerre. On va faire une étude de software asset management et notamment pour les gens qui connaissent Oracle, on va s'intéresser à la structure de vos contrats de support parce qu'on ne sait pas faire un Big Bang généralement dans ces migrations, donc il faut aussi trouver le ROI et il faut bien gérer les contrats de support pour arriver de licence, pour arriver à trouver le ROI dans ces projets de migration. Voilà. Moi je vais m'arrêter là parce que le sujet c'était vraiment de faire un point sur ces outils EDB pour l'administration et le monitoring. Je ne vois pas si vous avez des questions, voilà, on est à votre disposition. Merci pour vos interventions. Effectivement, il y a 3 questions. Je ne sais pas si vous les voyez dans le panneau questions et réponses. Oui, c'est bon. Alors, la première question de Patrick était: PEM permet-il de planifier et monitorer des sauvegardes full incrémentales et permet-il de piloter les restaurations? Alors, oui, dans le cadre de l'utilisation de la solution d'EDB, c'est-à-dire que la solution BART, qui est donc l'outil de sauvegarde d'EDB, on aura la possibilité de les planifier, de les monitorer. Combien j'en ai fait, quelle est leur taille, quel est l'espace que ça prend sur mon file system. Et on aura la capacité aussi de créer de full backup en plus si on souhaite le faire. Et du coup, après, de restaurer ça sur une instance existante, enfin, créer une nouvelle instance et restaurer la sauvegarde sur une base de données en parallèle. Oui, c'est totalement faisable au travers de l'outil. Je les ai pris dans le désordre, pardon. La première, c'était: bonjour, quel est le coût de PEM? Comment se fait la tarification par instance Postgre, par base, par volume, par module? On a un système de souscription, donc c'est des souscriptions, c'est pas d'achat de licence perpétuelle, qui est lié à ce qu'on appelle le Unicorp, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le cœur, soit physique, soit virtuel, qui est le plus intéressant. Donc je parle de la base qui est monitorée. C'est-à-dire que si vous avez un cluster avec
4 cœurs, donc une base de données qui fait 4 cœurs. Si c'est 4 cœurs virtuels et que vous êtes sur un physique, un gros socle ESX par exemple de 16 cœurs, on prendra les 4 cœurs virtuels. Si inversement vous faites de l'hyper-virtualisation, c'est-à-dire que vous faites 8 cœurs virtuels sur une machine qui fait 4 cœurs physiques, on vous retiendra les 4 cœurs physiques. Enfin, on prendra pour le calcul les cœurs physiques. Voilà. Et en fait, c'est uniquement ça qui est pris en compte, c'est-à-dire le nombre de cœurs des bases de données qui sont supervisées par PEM. Pas de question de user, pas de question d'accès concurrentiel, name user, ce genre de choses. Voilà, c'est uniquement lié à cette notion-là. Et la troisième qu'on avait, c'était avez-vous des références clients qui utilisent PEM? Alors oui, bien entendu, qu'on peut communiquer comme ça. On a notamment les sapeurs-pompiers de Paris qui utilisent donc PEM pour... alors en fait, c'est souvent les clients vont utiliser PEM parce qu'ils vont l'utiliser, comme on en parlait, soit avec BART, la solution de backup, soit pour la haute disponibilité. Donc dans le cas des sapeurs-pompiers, c'est un des use cases qu'on aime bien citer parce qu'ils utilisent beaucoup la haute disponibilité, et là on ne parle pas d'argent, on parle de sauver des vies. Et derrière, ils utilisent PEM sur l'aspect donc supervision de la haute disponibilité, et comme ils utilisent beaucoup PostGIS aussi, la capacité de monitorer l'utilisation de PostGIS en termes de performance. Parce que comme je disais, c'est l'un des soucis souvent qu'on a, c'est que le client va utiliser la base Postgres qui fonctionne très bien nativement. Par contre, plus on va rajouter d'extensions, plus on va solliciter la base. Et souvent, il est difficile pour un client de réellement voir quelle est l'utilisation des différentes extensions qui ont été installées. Vous utilisez un Foreign Data Wrapper parce que vous voulez requêter du Mongo, vous voulez requêter du Hadoop. Vous n'avez aucune idée réelle de savoir où va passer le temps, parce que finalement, vous allez avoir de la perte réseau selon votre infrastructure, votre architecture. Vous ne savez pas comment le Hadoop répond réellement qui est derrière. Et tout ça, du coup, ça nous permet de vraiment étudier plus en profondeur. Vous remontez les données d'un Hadoop, il faut les bufferiser dans la base Postgres avant de pouvoir les restituer. Voilà, tout ça, c'est des besoins aujourd'hui qu'ont les clients qui utilisent PEM. Et je crois qu'il y en a une quatrième qui est arrivée entre-temps. Alors, en cas de cluster de serveurs de 4 cœurs chacun, la licence c'est 4 cœurs. Alors, pardon, il faudrait peut-être que je la dise demain, excusez-moi. En cas de cluster, 2 serveurs de 4 cœurs chacun, la licence c'est 4 cœurs ou 8 cœurs. Alors, si on parle que c'est 2 serveurs applicatifs totalement disjoints, ça sera les 8 cœurs. Après, c'est ce que si par exemple vous faites de la haute dispo et que donc vous avez un actif et un standby, là c'est une méthode de licensing un peu différente. Par contre, si vous avez deux serveurs totalement disjoints d'un point de vue métier, on retient, oui, ce sera les 8 cœurs. Hop, et il y en a une autre qui est arrivée. Est-ce que PEM peut être configuré pour envoyer des SMS pour les salaires? Alors oui, en fait la logique c'est que vous pouvez configurer ce que vous souhaitez en passant par des scripts généralement. On est vraiment sur une logique, voilà, on reste même si c'est une solution propriétaire PEM, on a vraiment une volonté de vous laisser faire ce que vous souhaitez avec. Et donc du coup, vous avez la capacité d'utiliser du scripting. Alors, on a eu un client qui a voulu plugger du HPOM. En natif, c'est vraiment appeler l'agent HPOM qui était installé du coup sur le serveur PEM, et on a pu le faire au travers de scripts. Donc non, il n'y a aucun souci, ça on peut faire ce qu'on veut. Je ne suis pas rentré dans cette partie de détail parce que là on voulait plus parler métrique, performance, mais tous les dashboards, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez en créer, vous pouvez, voilà, on a des clients, ils font un dashboard pour des développeurs Java, pour des développeurs SQL, pour le DBA, pour l'ingé système. Voilà, vous pouvez vraiment configurer ce que vous voulez à tous les niveaux de l'outil, et notamment les alertes, vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez. Il y en a 3 nouvelles qui sont arrivées. Et donc, il faut que... Ah non, ça c'est... Alors, il faut que Mathieu publie, je pense. En fait, c'est la même qui est revenue. Non, en fait, c'est que les publiés. D'accord. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, du coup. Mathieu, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions que tu as publiées? Tout à fait. Tout à fait, vous avez répondu à toutes les questions publiées pour l'instant. J'en profite, hein, si certains veulent encore poser quelques questions. Alors, vous recevrez le lien du replay. Voilà, vous y aurez accès, bien entendu. Et
Et puis voilà, tout simplement, vous recevrez le replay dans quelques jours. Et si d'ici là, vous avez encore quelques questions, dans le replay ou dans le mail qui vous sera adressé, vous aurez un mail pour pouvoir nous contacter et poser toutes vos questions. Bien sûr, on est à votre disposition pour faire des POC. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez tester sur quelques bases. Le workshop aussi. On peut faire un workshop aussi, parce que le webinar, c'est toujours très condensé. On peut faire des workshops sur une demi-journée, même si Thomas, il peut passer 2 jours. Hein. Donc, mais on peut faire des workshops d'une demi-journée avec des équipes de dev, des équipes même de prod. Hein. On est à votre disposition pour organiser ça. Comme je vois pas d'autres questions apparaître, écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Merci. Merci à tous pour vos interventions, qui étaient très enrichissantes. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.